Alors, je me tourne vers Yeriché Korizyan. Yeriché Korizyan représente le mouvement Chajoum. Ahmed, tu l'as dit d'ailleurs déjà. Je pense que ce qui est nouveau pour nous, c'est que le mouvement Chajoum est assez neuf, vous le direz. Néanmoins, il a quand même quelques années, et c'est donc pour nous un élément important de cette forme un peu de renouvellement, d'avancée du sillon, de pouvoir vous inviter et avoir comment dire, le privilège de à la fois savoir un peu comment vous vous situez par rapport à ces questions dont on a parlé et qui sont des questions liées à la démocratie en Turquie, mais aussi peut-être à la démocratie en Arménie. Bon, et c'est là-dessus qu'on a envie de vous entendre et d'échanger avec vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, au risque de décevoir les attentes, peut-être qu'on va un peu moins parler du mouvement que je représente, le mouvement Chajoum, qui m'a d'ailleurs demandé de porter une parole collective. Ahmed le disait au début, on fonctionne très horizontalement et les choses que je vais dire sont le fruit d'une réflexion collective et aussi personnelle, bien évidemment, puisque c'est une question qui m'intéresse au premier titre. Donc, je ne vais pas trop parler du mouvement Chajoum, de ses positions sur l'Arménie et enfin, je vais parler des positions de Chajoum sur le dialogue arméno-turc. Sur l'Arménie, je vous conseille de consulter notre page Facebook qui est assez éloquente. On va dire que nous étions contre le gouvernement précédent et que nous sommes libres vis-à-vis du gouvernement présent. Donc voilà. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, quoique souvent tous les sujets se recoupent. J'aimerais commencer bien évidemment par remercier les organisateurs de cet événement, la Corte et le Rêve commun, qui nous ont fait l'honneur de nous inviter. Vous remerciez vous aussi de votre présence nombreuse et de l'intérêt que vous pouvez porter à cette discussion, l'intérêt partagé. Une pensée aussi, avant de commencer, pour tous ceux qui continuent le travail de Hrant Dink, son épouse, son fils, la fondation, les camarades d'Agos. Une pensée aussi très chaleureuse pour Osman Kavala, en prison depuis le 18 octobre 2017. Osman Kavala rendait avec beaucoup d'humilité et beaucoup de disponibilité tant de choses possibles en Turquie. Il permettait avec beaucoup de facilité le dialogue entre des personnes, des groupes, des associations issues des peuples d'Asie mineure. Alors, comment poursuivre le dialogue arméno-turc ? Cette interrogation présuppose qu'il faille continuer le dialogue, idée à laquelle je souscris bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais l'intitulé du débat, comment poursuivre, nous pousse également à dresser un bilan de ce dialogue, d'analyser autant que faire se peut les facteurs qui ont conduit à de belles réussites, mais également à certaines déconvenues. Il y a une entité, un acteur qui, depuis le début, a vicié, perturbé, pourri le dialogue interpersonnel, le dialogue entre associations, le dialogue entre peuples arméniens et turcs. Cette entité, vous l'avez compris, c'est pour nous l'État turc et les partisans de cet État. Mais la politique de l'État turc moderne ne doit pas être l'excuse pour ne rien faire, l'excuse pour ne pas avoir cette discussion. Et c'est vrai que beaucoup en diaspora, nous sommes un mouvement diasporique, beaucoup en diaspora ont une posture politique qui consiste à dire « attendons que l'État turc change, qu'il devienne démocratique, ouvert, etc. » Que les institutions, enfin ça va prendre du temps, les militants qui sont là le savent très bien, et nous verrons après ce que nous pourrons faire avec les Turcs et les gens qui vivent en Turquie. Pour nous, c'est une posture qui, à notre avis, est trop simpliste. Il faut commencer dès maintenant à travailler, à tisser des liens et bien évidemment à dialoguer. L'État turc est l'entité qui
pose les problèmes. Et la question que j'aimerais poser pour répondre à la première des questions est donc la suivante. Comment continuer le dialogue arméno-turc sans tomber dans les pièges de l'État turc? Alors, lorsqu'on parle de dialogue arméno-turc, il ne faudrait pas non plus essentialiser les catégories arméniens et turcs. Il y a des Arméniens, il y a des Turcs dans leur diversité, dans des ressentis pluriels, des histoires familiales hétérogènes. Qui dit dialogue dit également contenu du dialogue et modalité du dialogue. Là aussi, les possibilités sont infinies. Et souvent, ces dialogues sont informels. Là, on est dans un exercice qui est entre les deux. Je donne souvent l'exemple d'artistes qui jouent de la musique ensemble, qui créent des œuvres, et sans se poser la question toutes les 5 minutes, qui dans le groupe est arménien, qui est turc. Et pour rester sur cet exemple, on va dire artistique, musical, je donne souvent l'exemple des projets culturels qui sont menés par une ONG qui s'appelle RIPER, qui a créé il y a quelques années un projet de recherche ethnomusicale et qui a permis de retrouver des instruments de musique arméniens ancestraux conservés par les habitants des régions où vivaient les Arméniens avant le génocide. Si cette ONG était restée en diaspora, ou même en Arménie, jamais ce projet aurait pu être concrétisé. Sans aller sur place et sans nouer des liens avec les acteurs locaux, cette défense d'un patrimoine inestimable n'aurait pas pu être possible. Enfin, dans ce dialogue, il y a un mot clé, un mot tabou pour certains, mais un mot important, c'est celui de génocide. Le dialogue arméno-turc ne peut, bien évidemment, ne se limiter à ce seul sujet. On ne peut pas parler uniquement du génocide. Mais quel serait un dialogue arméno-turc qui éviterait la question du génocide? Nous pouvons parler de traditions culturelles, d'histoire, de géographie, de musique, de recettes de cuisine, de la pluie et du beau temps. Si l'on juge ce dialogue nécessaire, c'est qu'il y a un contentieux. C'est qu'il y a quelque chose, une méfiance. On peut tourner autour du pot. Toujours contourner le sujet du génocide, ce problème reviendra tôt ou tard, même lorsqu'on parlera de recettes de cuisine, je vous le garantis. La question du génocide n'est pour nous pas l'obstacle. Ce n'est pas l'obstacle au dialogue. Mais au contraire, c'est la clé pour débloquer les choses. Pour nous, le dialogue est bien évidemment, je crois que ça coule de source, une nécessité. Si l'on veut nouer des liens avec les communautés arméniennes de Turquie, je parle en tant que représentant d'un mouvement arménien de diaspora, si l'on veut nouer des liens avec ce que certains appellent les crypto-arméniens, les Arméniens qui redécouvrent leurs origines et qui s'intéressent à leur identité et qui d'ailleurs sont en train de créer leur propre identité arménienne, parce qu'il n'y a pas une identité arménienne, il y a une identité turque, les gens qui sont là le savent très bien. Les Arméniens islamisés, les Arméniens turquifiés. Et puis, ce dialogue est une nécessité aussi parce qu'il y a des Arméniens vivant en France ou ailleurs qui ont un attachement viscéral avec cette terre, indépendamment d'ailleurs de l'État qui l'occupe. Turcs, Kurdes, Alévis, Laz, Zaza, Tcherkèzes, Assyriens, Chaldéens, qui vivaient sur ces terres, là où vivaient les Arméniens avant le génocide, là où certains vivent encore, sont aujourd'hui victimes de certaines oppressions de la part du même État qui a commis le génocide. Et certains d'entre eux sont aussi en quête de justice. Il y a matière à dialoguer. Alors, pour ne pas tomber dans les pièges, il faut être conscient que toutes les démarches n'ont pas été forcément productives. C'est l'occasion de faire un minuscule bilan, et qui n'est d'ailleurs pas définitif, et qui n'est que notre avis. À partir du début des années 2000,
ont été mis en place un certain nombre de commissions de réconciliation arméno-turque, souvent à l'initiative de l'État turc, parfois financées par le département d'État américain. Le but était, à notre sens, pour l'État turc de provoquer une confusion entre les locuteurs, entre la société civile turque, entre du personnel diplomatique, entre la promotion des intérêts de l'État turc. L'objectif était de profiter d'un rapport de force favorable à l'État turc et d'organiser la réconciliation arméno-turque fondée sur la suppression de la question du génocide. Le but était d'éluder, de mettre au placard la question du génocide, mais à chaque fois, elle revenait. En 2008, il y a eu un texte fondamental dans ce dialogue arméno-turc, c'est la fameuse pétition, la pétition demandant pardon aux Arméniens. Je ne classe bien évidemment pas ce texte dans la même catégorie que les commissions précédentes, qui étaient véritablement des manœuvres. Mais cette commission, si elle a permis énormément de choses, a suscité en diaspora beaucoup d'interrogations, beaucoup de méfiance et beaucoup de désillusions. La première chose que les Arméniens ont remarqué, c'est qu'il manquait le mot génocide. Et je vous assure que beaucoup d'entre eux étaient prêts à faire l'économie de ce mot, compte tenu de la situation en Turquie à l'époque. Beaucoup étaient prêts à ne pas voir écrit le mot génocide dans ce texte, parce que les initiateurs de cette pétition devaient aussi penser à la sécurité des gens qui portaient l'initiative du dialogue, la nécessité de procéder par étapes, d'entamer un débat dialectique. Et puis, si beaucoup de Turcs étaient émus par l'assassinat de Hrant Dink, en 2008, on est au lendemain de l'assassinat de Hrant Dink, beaucoup de Turcs étaient dans les rues pour exprimer leur solidarité avec les Arméniens, parce que ce n'est pas uniquement Hrant Dink qui était assassiné, mais tous les Arméniens qui étaient menacés par cet acte. Un très grand nombre, et plus nombreux aussi, de Turcs, fidèles à la doxa nationaliste, étaient très satisfaits de cet assassinat et menaçaient les Arméniens. Et donc, nous avons très bien compris que le mot génocide, pourquoi le mot génocide n'avait pas été utilisé, mais les explications de certains des lanceurs de cette pétition nous ont troublés. Surtout lorsqu'on nous a expliqué que le mot génocide n'avait pas été employé parce que les Arméniens préfèrent l'expression Medzirern, grande catastrophe. Alors nous avons découvert notre préférence, mais beaucoup d'Arméniens à cette époque découvraient cette expression Medzirern, qui n'est pas la plus usitée chez les Arméniens. On nous a également dit dans la presse turque, de la part de certains des lanceurs de cette pétition, que grâce à celle-ci, le processus de reconnaissance internationale du génocide était stoppé. Alors nous nous sommes dit que peut-être il y avait des choses qui n'allaient pas. Il faut savoir que pour beaucoup d'Arméniens, pour la plupart d'entre eux, je crois, le mot génocide est, on va dire, l'orthonyme, le mot juste, la désignation immédiate des crimes fondateurs de la diaspora arménienne. Camus disait « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Dans le cas en présence, la non-utilisation du mot génocide a ajouté de la confusion et de la défiance. Mais cette année 2008, cette pétition, cette demande de pardon, et en tout cas tout ce qui s'est passé autour de l'après-assassinat de Hrant Dink a ouvert une boîte de Pandore. À partir de cette période-là, jusqu'en 2015 à peu près, il s'est passé plus de choses en Turquie en moins de 10 ans qu'en un siècle. Beaucoup de choses se sont faites, beaucoup de choses concrètes d'ailleurs. Je n'aurai hélas pas le temps de revenir sur plein de choses, mais nous avons envie tout de même de rester lucides et en tout cas la diaspora est restée très méfiante. Pas toute, bien évidemment. Je disais il ne faut pas essentialiser les Arméniens et les Turcs, il ne faut pas essentialiser la diaspora non plus. Mais il y a eu une crainte
que certaines personnes ou certaines institutions utilisent la mort de Hrant Dink pour noyer la question arménienne dans un océan compassionnel. Et ce plan entrait parfaitement dans la nouvelle stratégie négationniste de l'État turc, qui consiste à ne plus nier frontalement le génocide, mais à déjudiciariser, sentimentaliser, bilatéraliser, requalifier et relativiser la question du génocide. Nous ne voulons pas d'un dialogue qui serait le moyen d'enterrer les revendications de justice consécutives au génocide des Arméniens. Alors il y a un acteur qui lui aussi a proposé de dialoguer, mais sans demander pardon cette fois-ci. C'est toujours le même, c'est l'État turc. En 2008-2009, l'État turc et l'État arménien ont signé un accord diplomatique qui conditionnait, sous le parrainage d'ailleurs de la Russie, des États-Unis, de la Suisse et de l'Union européenne. Cet accord diplomatique, les protocoles arméno-turcs, conditionnait l'établissement de relations diplomatiques entre la Turquie et l'Arménie à des renoncements symboliques et aussi des renoncements très tangibles sur la question du génocide, sur la question du Karabakh, et également sur la question du maillot de foot, du fameux match Arménie-Turquie dont on parlait précédemment, puisque l'une des exigences du président turc pour venir en Arménie, c'était de remplacer l'écusson du maillot de foot de l'Arménie parce qu'il y avait le mont Ararat dessus, la montagne sacrée des Arméniens. Et bien évidemment, les autorités arméniennes se sont exécutées. Et ce maillot, depuis 2008, a plus le mont Ararat. Et cette année, ils l'ont rajouté en tout petit. Bon, c'est anecdotique, mais c'est aussi un minuscule symbole anecdotique de la lourde responsabilité que portait le gouvernement arménien de l'époque dans l'indignité de ces accords. Alors, pour un dialogue sincère, honnête, respectueux, eh bien, nous préconisons, mais je crois que nous pouvons nous entendre peut-être, de faire dans un premier temps sans les États, tous les États d'ailleurs. On va se débrouiller sans eux. Mais il y a eu des dialogues arméno-turcs qui nous ont, nous, enthousiasmés et qui ont été très utiles. Je pense par exemple au dialogue entre les chercheurs arméniens et turcs sur la question de la lutte pour la vérité, hein, les travaux de Taner Akçam, des éditions Belgué de Zarakolu. Il y a eu également, ces années-là, des demandes de restitution des biens arméniens volés pendant et après le génocide. À ce titre, d'ailleurs, la Fondation Hrant Dink a mené un travail formidable de recensement. 479 pages de recensement en 2012 des biens arméniens volés. En 2015, la deuxième autorité religieuse arménienne, Aram Ier, formulait une demande devant les juridictions turques de restitution du siège du Catholicosat de Cilicie. Cette demande de restitution, peu importe l'avenir qu'elle a eu, hein, n'aurait pas pu être possible sans les avocats des droits de l'homme turcs qui ont prêté main forte. J'ai d'ailleurs eu la chance d'en rencontrer à Istanbul en 2015. Et puis toujours cette année 2015 très importante, et particulièrement pour les militants de Şarjum, parce qu'on a été, même si Şarjum n'existait pas à l'époque, très très actifs sur cette question. Une organisation arménienne de Turquie qui s'appelle Norzartung, alors que l'orphelinat dans lequel Hrant et son épouse avaient passé leur enfance était en passe d'être détruit. Cet orphelinat avait été, la communauté arménienne avait été dépossédée de cet orphelinat. Et pendant plus de 100 jours, ils ont occupé ce camp armène, c'est son nom, pour qu'il ne soit pas détruit et pour qu'il soit restitué aux Arméniens. Et les camarades sur place nous disaient, cette bataille triomphale n'aurait pas pu être ne serait-ce que menée sans les organisations politiques kurdes, sans les militants des droits de l'homme, sans les militants de gauche turcs, sans les habitants des villages aux alentours du camp armène qui ont apporté des vivres et des couvertures et aidé à cette occupation, sans les ouvriers d'une usine automobile qui ont fait grève en soutien
aux Arméniens qui demandaient la restitution de ce lieu symbolique. On pense aussi tous au dialogue mené par le HDP, notamment par la voix qui est très connue en France de Garo Paylan. Il est impossible de porter ces revendications, de réaliser des projets, de soutenir des gens, des communautés en étant hors sol, uniquement dans le plaidoyer, en diaspora ou ailleurs. Et il est peut-être temps de sortir des postures. C'est dès maintenant qu'il faut tisser des liens. Je finirai sur une chose, qui dit dialogue, dit choix des interlocuteurs. Tout le monde, je suis désolé de le dire, tout le monde n'a pas vocation à dialoguer, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Certains ne peuvent pas, certains ne veulent pas, certains n'en sentent pas l'intérêt, et c'est leur droit. Il y a une multitude de dialogues possibles. Et là encore, chacun est libre de se mêler au dialogue qui l'intéresse. Nous avons fait le choix de dialoguer à chaque fois que cela est possible sur des questions politiques, et nous l'assumons. Plus particulièrement sur nos luttes respectives d'émancipation, dans le sens large du terme, entre Arméniens, Turcs, Kurdes, Alévis, et en réalité avec d'autres peuples, d'autres associations, des syndicalistes, des militants des droits humains, peu importe leur origine ethnique d'ailleurs. Ce que nous avons trouvé de fort en commun, c'est la soif de justice, le respect de la dignité, les revendications portant sur les droits, une volonté de construire des sociétés et un monde plus égalitaires et plus fraternels. Un jour, nous mettrons les fascistes dehors. Nous voulons continuer à dialoguer avec et militer à côté, non pas de ceux qui compatissent avec les souffrances du peuple arménien, mais avec ceux qui soutiennent ou au moins qui comprennent nos revendications pour la justice. Merci.